Vous écoutez l'épisode 11 du podcast Coureur.io avec mon invité Mireille Massé. Mon nom est Francis et je suis l'animateur de ce podcast dans lequel j'ai la chance de recevoir des coureurs de tous les niveaux pour qu'ils nous partagent leur expérience, différents spécialistes de la course à pied ainsi que des gens de l'industrie de la course à pied au Québec. Hey, bonjour tout le monde, je suis super content d'être ici aujourd'hui. J'ai pris un petit break quasiment virant sabbatique, mais je ne vous ai pas abandonné, loin de là. J'ai juste dû prendre un peu de recul dans ma vie, mais je suis de retour et je me suis commis à sortir au moins un épisode par mois parce que la course reste toujours ma passion et Coureur.io, c'est mon premier projet, mon premier bébé. Donc même si je travaille sur d'autres podcasts, je vais quand même sortir un épisode une fois par mois. Ceci dit, aujourd'hui, on va parler avec Mireille Massé, que j'ai eu la chance de rencontrer par l'entremise d'un autre podcasteur, Myriam Bérubé, qui a un podcast sur la communication. Donc, gros shout-out à elle. Si jamais vous voulez écouter ça, ben allez-y. C'est drôle. C'est un petit peu cocasse. Je trouve ça un petit peu cocasse parce que Mireille, on est rentré en communication parce qu'elle avait un problème de son d'un enregistrement à distance. J'ai essayé de l'aider, puis elle m'a mis en contact avec Mireille. Et la chose qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, soyez indulgents. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai des nouveaux équipements. J'ai fait des tests en local. Tout s'est super bien passé. Quand j'ai enregistré à distance avec Mireille, le son, j'ai la voix un petit peu plus lente, un peu comme un robot, mélangé avec ma voix enrhumée parce que je finis un gros rhume. Les deux ensemble, je sonne un petit peu comme un robot. Je l'ai travaillé un peu. Bref, ce que j'ai fait, j'ai dit, je vais faire du voice-over, je vais réenregistrer ma partie, je vais le remettre par-dessus. Et je trouvais que je perdais la connexion. J'ai fait des tests, puis je trouvais que ça avait de l'air un peu plus formaté radio quand c'est des entrevues comme préenregistrées. Donc, j'aimais moins ça. J'ai préféré garder ma voix un petit peu plus robotisée. Je trouve que c'est moins fatigant et que je perds pas la connexion avec mon interlocuteur, tandis que quand je le faisais en voice-over, ça donnait pas exactement le bon résultat. Bref, je m'en excuse, mais je pense que le contenu est quand même bon, ça vaut la peine de l'écouter et après quelques secondes d'écoute, ça disparaît. J'ai réécouté le podcast à quelques reprises et après quelques secondes / minutes, on oublie la petite voix un petit peu plus robotisée et en plus, c'est pas moi qui fais le gros du parlage dans le podcast. Je pose environ une dizaine de questions et le reste, c'est Mireille qui s'en occupe. Pourquoi parler avec Mireille aujourd'hui? Mireille est conférencière, écrivaine et surtout entraîneur de yoga pour les sportifs. Elle a commencé le yoga à vouloir devenir entraîneur de yoga pour sportifs parce qu'elle était entraîneur de course. Donc, elle est très reliée à la course. Elle va nous parler de son parcours de course, comment elle a commencé à faire du yoga, comment que le yoga lui a permis de faire son premier marathon. Ensuite, on va parler de son livre, de l'écriture de son livre, de ses cours en ligne et au travers de tout ça, elle va nous donner quelques conseils sur comment commencer et si vous restez jusqu'à la fin, elle a même un offre pour vous si vous désirez acheter ses formations en ligne. Fait que sur ça, je vous laisse à l'entrevue avec Mireille Massé. Bonjour Mireille, premièrement, je te remercie d'avoir accepté mon invitation de venir sur le podcast. Hey, salut Francis. Si ça ne te dérange pas, j'aimerais prendre un petit 5 minutes. On va parler de yoga, mais j'aimerais qu'on prenne un petit 5 minutes pour parler de ton parcours de coureur, comme c'est un parcours, comme c'est un podcast sur la course à pied. Puis je sais que c'est ça qui t'a amené à faire du yoga et c'est ça qui t'a amené à faire ton premier marathon. Dans le fond, le but, c'est j'aimerais que tu me racontes ton parcours pour s'il y a des gens de l'auditoire qui peuvent connecter avec toi. Tu me sembles quelqu'un qui a le profil typique, qui a commencé à courir, qui a voulu s'améliorer. Fait que je pense que c'est pertinent que tu prennes un petit peu de temps pour nous raconter ça. Fait que donc, raconte-moi tes débuts en course à pied puis comment c'est devenu une passion pour toi. Ouais, c'est drôle, c'est vraiment très archaïque comme début parce que j'étais après la naissance de mon premier enfant, donc un classique pour toutes les filles dans la trentaine. J'ai eu des problèmes de poids suite à la naissance de Simon. Puis j'ai commencé à faire des petits entraînements pour perdre du poids, puis ça allait bien. Puis à un moment donné, je me suis dit, pour gagner du temps, au lieu de marcher, je vais courir. Fait que j'ai dit, je vais commencer à courir. Mais j'ai commencé un peu tout croche.
Ça, c'est le problème. Je me souviens, je faisais un cours d'entraînement extérieur. Je commençais à courir avec des grosses bottes d'hiver. Tu sais, quand tu connais pas ça, là. J'ai commencé assez rapidement à avoir littéralement toutes les blessures qu'on peut avoir à cause de ça. Puis, de fil en aiguille, je me suis fait traiter en physiothérapie. Ici, à Québec, c'est la maison mère de Blaise, là, la clinique du coureur. Donc, c'est comme ça que les physios là-bas m'ont dit hey, tu sais, si tu veux courir de la bonne façon, voici. Puis j'ai pris un entraîneur privé pour hey, tu peux-tu me montrer comment bien courir? Et avec lui, j'ai réussi un premier 5 km. Puis là, j'étais comme wow, tu sais, la vie est finie. J'ai réussi un 5 km. Je pourrais jamais aller plus loin que ça. Et j'avais commencé ma carrière d'entraîneur en même temps. Puis de fil en aiguille, je suis devenue entraîneur en course à pied en suivant des formations, puis en étant dans un parcours de progression, si on veut. Donc, j'ai fait 10 km. Là, j'avais toujours de la misère après le 10 km de monter mon kilométrage parce qu'après le 10, je disais, je vais faire un demi. Mais moi, je topais là, à 11-12 km. Vraiment, je n'étais pas capable de dépasser cette distance-là. Puis, je me souviens même pas pourquoi. J'ai fait du yoga quand j'étais enceinte. Okay. Puis à un moment donné, j'ai fait hey, pourquoi je refais pas du yoga? Ça me faisait du bien, etc. Donc, j'ai réintroduit le yoga dans ma routine. Puis c'est là que ça a vraiment tout changé. Ça m'a permis de m'étirer, entre guillemets. Je sais que c'est ce que tout le monde a en tête. Le yoga est égal étirement, on en reparlera. Mais je me rendais compte que j'avais tellement de tension accumulée par l'impact au sol de la course que j'avais vraiment besoin de travailler un peu de yoga. Puis, j'ai réussi finalement à faire plusieurs demi-marathons. Puis, en courant un dimanche matin avec un voisin qui était dans le club de course, on était sur un air d'aller, on était au mois de mars, puis il disait hey, ça va tellement bien, Mireille, je pense que je vais m'inscrire au marathon. Puis je l'ai regardé et j'ai dit hey, si tu fais ça, je me fais aussi. Fait que on s'est tapé dans la main puis on s'est inscrit au marathon. Ça fait 5 ans. J'ai eu un rappel Facebook, là, ça fait 5 ans. Fait qu'il y a 5 ans, tu es devenue marathonienne. Si je comprends bien, je vais juste résumer, tu es enceinte, tu prends du poids, tu te mets à la course, tu te blesses beaucoup, tu réussis ton 5, tu veux devenir entraîneur en même temps. Par une idée de génie, tu réussis pas à dépasser le 12 km. Par une idée de génie, tu intègres du yoga et là, ça débloque pour toi, grosso modo. Oui, c'est ça. Puis, je me souviens pas dans la synchronicité, mais j'ai vu une affiche j'ai fait mes formations d'entraîneur les fins de semaine, puis j'ai fait des formations connexes. Puis, j'avais vu une annonce Yoga for Runners à Toronto donnée par une femme. Puis, je me suis dit, ça, là, je ramasse mes sous, puis c'est ça, c'est ma voie. C'est ça qu'il faut que je fasse. Et l'été que je m'entraînais pour le marathon, je suis allée faire ma formation de yoga pour coureurs. J'avais commencé déjà des formations de yoga à Québec, mais je le savais que ce que je voulais, là, c'est vraiment faire du yoga pour les sportifs, pour les coureurs, etc. Ça, c'était une formation pour apprendre le yoga ou pour apprendre à devenir entraîneur de yoga? C'est vraiment une formation pour devenir professeur de yoga pour coureurs spécifiquement. Donc, Christine Felstead est reconnue partout au Canada, même aux États-Unis. Des gens qui sont venus de l'Europe pour faire ces formations. Alors, elle a vraiment comme un créneau très, très pointu. Puis, je suis allée 2 fois, finalement. Je suis allée 2 étés dans des formations continues pour travailler avec elle. Wow, ça prend du courage. Tout l'été, t'as laissé la famille tout l'été pour aller à Toronto apprendre le yoga, c'est... Mais c'est pas tout l'été, mais tu sais, c'est des formations intensives de plusieurs semaines. Tu sais, je te dirais que souvent, c'est les coûts. Si tu sais, les cours sont en anglais, ça demande une bonne concentration. Puis j'avais déjà un niveau d'anglais qui me permettait de le faire parce que tu sais, c'est beau être capable de parler anglais pour commander dans un restaurant, mais suivre une formation en anglais, puis faire les examens, puis donner un cours en anglais, tu sais, on est un petit peu ailleurs. Oui, c'est clair. Mais ce qui est bien, c'est que tu nous as rapporté ce savoir-faire-là en français. Je t'en remercie. Oui, ben en fait, puis maintenant, j'ai mis ma note personnelle parce que j'ai fait des formations ici au Québec aussi. Et c'est un peu dans ma pratique, là, ça fait 5 ans que j'enseigne seulement à des coureurs, des cyclistes, des triathlètes. Maintenant, j'ai même des joueurs de football, des joueurs de hockey. Donc maintenant, mon créneau s'élargit. Mais de toutes ces expériences-là, plus mes expériences personnelles, ben, j'ai vraiment un bagage qui me permet maintenant d'aider
les gens de façon très, très concrète. Puis, quel a été ton plus grand défi à surmonter quand tu courais? Tu m'as parlé de la barrière du 12. As-tu été ça ou t'es-tu en termes de coureur? Comme coureur, ça a souvent été beaucoup les blessures puis les blessures physiques, là, les douleurs reliées à la course. Je les ai tous eus, là. J'ai fait des tendinites de hanche, des douleurs de bandelettes, des syndromes fémoro-patellaires, des douleurs de genoux, des fasciites. Je les ai toutes essayées. T'as essayé toutes les blessures possibles. Je les ai toutes essayées, puis ce que je suis contente, quand j'ai fait le marathon, je suis arrivée au fil de départ. J'étais pas la mieux préparée au monde. J'avais pas fait tous les kilométrages parce que j'ai comme respecté mes limites à travers ça. Mais mentalement, le yoga m'a aidée parce que ça m'a permis d'avoir une préparation mentale. Je savais que je pouvais finir. Je savais que j'étais capable de réussir. Et l'aspect physique a fait en sorte que j'étais beaucoup awareness, j'étais plus consciente de mon corps. Donc, moi, j'hésitais pas à changer. Même j'avais un coach qui m'aidait pour me rendre là. J'hésitais pas à rayer ou à changer des entraînements. Puis, quelques semaines avant le marathon, j'avais une douleur puis j'ai arrêté de courir pendant plusieurs jours parce que j'ai dit, moi, si je prends le départ à mon marathon, je veux avoir le sourire puis je veux pas avoir des tapings partout sur le corps. On voit ça maintenant. C'est correct, mais moi, c'est pas ça que je voulais. Tu voulais le faire dans le bonheur, que ce soit un événement mémorable. Quitte à le faire moins vite, quitte à souffrir plus à la fin, mais qu'on parte avec le sourire et la bonne attitude. Oui, c'est ça. Puis, bon, finalement, il y a 5 ans, à Québec, il faisait 37 degrés avec humidex quand j'ai fini le marathon. Fait qu'on s'entend, j'ai fait en 5 heures, mais c'est pas le temps que je visais. Mais par contre, quand je regardais mes photos, je les ai achetées après parce que j'avais le sourire. T'sais, souvent, je marchais, j'étais en coup de chaleur, je le savais, j'avais du frisson. Fait que, tu sais, je me suis respectée là-dedans, puis j'ai fait un marathon. J'ai pas fait le marathon de Boston, mais pour moi, c'était une belle réalisation de regarder derrière et dire à la fille pas en forme, en surpoids que j'étais, hey, check, j'ai réussi. Oui, ben en tout cas, je pense que c'est une belle réussite. On n'a pas besoin de faire Boston. Justement, je lisais des articles, là, pas besoin de courir les ultramarathons. Là, dans le fond, c'est propre à soi, c'est son défi. Puis moi, j'ai jamais fait le marathon, fait que tu es déjà en avance sur bien des gens qui se lèvent même pas pour aller courir. Oui, c'est ça. Puis ultimement, il faut vraiment le faire pour soi. Tu sais, dans le livre, j'en parle un peu plus tard dans le livre, que souvent les gens, il faut qu'ils restent connectés à ce qu'ils veulent faire, puis avoir des motivations intrinsèques, c'est-à-dire de pas avoir une motivation externe qui est l'argent ou pour faire plaisir à quelqu'un ou parce que souvent ça fonctionne pas. Si tu le fais pour toi, ben, il y a beaucoup plus de chances que tu réussisses tes projets et tes défis sportifs. Mais ça, c'est clair. Ça, c'est la base. Il faut se connaître puis faire ça pour soi. Ouais. On va passer. Merci pour ton petit recap de ton tour de coureur. Fait que maintenant, comme tu es l'entraîneur des yoga sportifs, de yoga pour les sportifs, évidemment, je veux parler de yoga avec toi. Okay, oui. Mais même si tu es spécialisé en course, fait que ma première question, j'ai lu un petit peu une partie de ton livre, on va revenir un peu plus tard dans ton livre, sur ton livre. Donc, j'ai lu dans ton livre que tu as laissé ta carrière en sciences pour devenir entraîneur de yoga. Bien, ça découle un peu du fait, comme je disais tantôt, de mon surpoids, etc. Parce que quand j'étais au cégep, j'ai décidé d'aller en sciences pour trouver le remède du cancer. J'avais des grands idéaux. Beaucoup de gens dans ma famille avaient été touchés ou sont décédés du cancer. Puis j'aime beaucoup tout ce qui est anatomie, physiologie. Donc, je me suis inscrite à l'université à Trois-Rivières. Il y avait un cours pour moi, là, biologie médicale. Puis je savais que j'étais à ma place. Alors, j'ai fait 3 ans à Trois-Rivières. Puis j'ai été à Ottawa et ensuite j'ai fait ma maîtrise à Québec. En recherche fondamentale, là, vraiment là, comme le scientifique avec son cerveau qui travaille sur des molécules de sang humaine. Tu sais, j'étais vraiment dans la grosse recherche fondamentale. Mais quand j'ai terminé ma maîtrise, je me suis rendu compte qu'il me manquait vraiment la relation avec les gens et la communication. Tu sais, souvent en laboratoire, tu es dans ta bulle, tu fais tes choses, tu n'as pas de contact avec les autres. Donc, je suis devenue représentante. Et okay. Il m'est arrivé un emploi, j'ai pris la route, puis j'ai vendu des équipements de laboratoire. Donc là, j'avais l'expertise parce que je venais juste de finir ma maîtrise.
Donc, j'ai fait de la route partout, tout l'Est du Canada. Je parcourais tout l'Est du Canada pour vendre des équipements super spécialisés. Puis quand mon fils est né, ça faisait 5 ans que je faisais ça, mais mon chum était sur la route, entrepreneur. Toi, tu es représentante sur la route, puis il faut que tu partes pendant des semaines. Mais ça fitait pas. Ça marchait ça devenait... pas. Ouais, puis mon cœur de maman était, je veux rester à la maison quand même le plus longtemps possible. Ça passe très vite, hein? Tu le sais, tu as des enfants, ça passe très vite. Puis, après Simon, avec un médicament qui me fait prendre 30 livres genre en 1 mois. Ouais, c'est un médicament pour aider à la production de lait, mais moi, ça me fait vraiment prendre beaucoup de poids. Quand je me suis remis en forme, j'ai fait wow, je sais maintenant, là, je vais aider des gens à faire comme moi, à se reprendre en main, à changer sa vie. Puis, je l'ai vraiment viré de bord en disant peut-être que je ne trouverai jamais le remède du cancer comme je voulais, mais maintenant, je vais le prévenir en faisant en sorte que les gens ont des bonnes habitudes de vie. Fait que tu as changé ta mission de guérir à laisser une trace puis à la prévention du cancer. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, l'entraînement, j'ai un micro-programme aussi de 2e cycle en alimentation fonctionnelle et santé. C'est un long titre. J'ai des cours de maîtrise doctorat en nutrition que j'ai jumelé avec ça, plus mes formations d'entraîneur, de prof de yoga. Donc, je me suis fait un CV qui vraiment reflète ma mission. Là. C'est ça, c'est d'aider les gens à mieux se connaître puis à avoir une meilleure façon de vivre. Mais maintenant, quels sont les avantages? Là, je vais partir, mais je suis vraiment néophyte. Je suis un coureur. C'est quoi les avantages de faire du yoga pour les coureurs? Il y en a beaucoup. Puis dans mon livre, j'ai arrêté à 20. Là, j'ai fait un tableau avec les 20 raisons. On pourrait peut-être arrêter à 4-5 aujourd'hui. Mais je vais utiliser mes 4 mots-clés qui viennent vraiment comme refléter un peu, synthétiser les 20 points. Fait que mes mots-clés, c'est force, équilibre, souplesse, récupération. Puis, tu sais, je rajouterais préparation mentale aussi. La force, les gens souvent travaillent très peu en force. Les coureurs travaillent en endurance. Le yoga va les aider à avoir une meilleure force au niveau du tronc, au niveau des bras, une endurance au niveau des jambes. Et travailler les stabilisateurs, c'est vraiment un must pour travailler tout le corps. Puis souvent, les gens qui viennent faire mon cours pour la première fois, ils font « Ah, tu sais, je pensais que j'allais être relax. » Mais il y a quand même une partie au début du cours qui est un petit peu plus demandant, un peu plus musculaire. Surtout dans la période hivernale, tu sais, quand les grosses courses sont terminées, parce que quand tu viens courir un marathon, je te ferai pas du renforcement de quad là, lundi matin. Ça serait pas logique. Donc, je travaille la force avec les coureurs. Je travaille l'équilibre, puis tu sais, si tu cours, tu dois le savoir, quand tu cours, tu as tout le temps un pied qui touche pas à terre. Ouais. Puis, beaucoup de gens, dans leur vie, en vieillissant, perdent beaucoup d'équilibre ou en ont même pas a priori. Puis, moi, c'est ma croyance, puis je pense que ça s'explique. Si tu veux être un meilleur coureur, il faut que tu aies un bon équilibre parce que sinon, ton corps est toujours en train de compenser pour ce déséquilibre-là. Et je le vois dans mes cours, là, j'ai des messieurs de 60 ans qui courent des marathons en des temps incroyables. Là, ils font Boston. on riait tantôt. J'ai vraiment des marathoniens de haut niveau qui viennent dans mes cours, mais ils ne tiennent pas sur un pied plus que quelques secondes. Tu sais, quand tu les mets statiques. Puis à chaque fois, ça me fait capoter. Je me dis, hey, imagine, toi, là, tu cours pendant 3 heures, tu as tout un pied qui ne touche pas à terre, mais tu as un problème d'équilibre. Fait que pour moi, il y a un illogisme un peu à ça. De pas travailler son équilibre, puis peu importe son âge, on peut acquérir de l'équilibre. Fait qu'il faut arrêter de dire hey, je suis trop vieux, je suis trop vieille ou non, ça se travaille, puis c'est pas vrai que tu n'as rien à faire pour ça. Okay. La souplesse, je dis tout le temps aussi que c'est selon la limite de ce que tu es capable de faire parce que les gens ont toujours en tête la fille qui fait du yoga, qui est pliée en deux, puis qui touche à terre, puis que toi, tu dis « Ah, moi, mes mains ne touchent même pas à terre, je suis pas capable. » Non, mais moi, ce que je veux, c'est que tu travailles ta souplesse dans la limite de ce que ton corps est capable d'accomplir, mais surtout plus travailler une mobilité. Tu sais, travailler une mobilité et diminuer les tensions musculaires que tu as des points dans le bas du dos, tu as des douleurs derrière la jambe, tu as les mollets hyper tendus, tu as des problèmes de tendons d'Achille. Donc, tous ces problèmes-là,
peuvent se travailler avec quelques mouvements de yoga, toujours dans le respect de je m'en vais pas dans le no pain, no gain. C'est pas de s'étirer, hey, ça fait mal, mais ça doit être bon. Non. OK. Il faut vraiment que tu l'adaptes. Puis moi, j'utilise des blocs, des sangles. Tu peux utiliser une serviette. S'il y a des mouvements que tu n'es pas capable de faire, ben fais-le pas. C'est pas grave. Et finalement, la récupération, c'est qu'il faut faire en sorte que quand tu cours, tu récupères. À chaque course, ton corps a besoin de récupérer. Fait que oui, c'est bon de bien manger, c'est bon de bien dormir. Et ça fait partie d'une hygiène de vie. Puis le yoga vient s'inscrire où tu peux faire des mouvements clés qui vont t'aider à avoir une meilleure récupération globale. Je te donne juste un exemple. La posture que tout le monde aime en yoga, normalement, là, coucher sur le dos, les bas de chaque côté, le shavasana, là, la pause finale. Là, le cours est fini, puis là, tu te couches sur le tapis, puis tu relaxes. Ben, faire 3 minutes de shavasana, c'est plus récupérateur au niveau cardiovasculaire et pulmonaire que 30 minutes assis sur une chaise. OK. Donc, pour quelqu'un qui fait des défis sportifs, pour quelqu'un qui court à un très haut niveau, encore là, la récupération, il faut qu'elle soit activée, il faut qu'elle soit rapide. Donc, le yoga, il y a vraiment des trucs que tu peux faire pour t'aider à activer ta récupération. Okay. Fait que ça, c'est vraiment les quatre mots-clés qu'on associe au yoga pour les coureurs. Oui, pour moi. Puis moi, je l'ai synthétisé comme ça. Puis, comme je te disais, dernièrement, j'ai rajouté aussi la préparation mentale parce que le yoga, ça t'amène à être plus conscient, à mieux te connaître. Tu vas faire de la visualisation pour t'aider. Puis, t'as bien beau faire tous les kilomètres voulus pour faire une course. Si mentalement, tu crois pas que tu vas la finir, mais t'as finiras pas. C'est clair. C'est clair que le mental y est pour beaucoup. Oui, exactement. Puis, c'est quoi les objections, je vais dire objections, mais on pourrait dire excuses aussi des coureurs pour pas faire de yoga? Puis, qu'est-ce que tu leur réponds? Écoute, j'ai fait un chapitre juste là-dessus parce que c'est quotidien que j'entends les gens dire « Moi, Mireille, je peux pas faire tes cours parce que je suis pas souple. » Bon, on peut-tu régler une chose tout de suite, là? Si t'es pas souple, c'est pas une raison pour pas faire du yoga, c'est vraiment une raison pour n'en faire à l'inverse. Tu sais, la personne qui est hyper laxe et qui a trop de souplesse, donc elle est mieux de faire du renforcement musculaire, puis la souplesse, c'est peut-être pas une option qui est bonne pour elle parce qu'il y a des coureurs qui sont trop souples, puis ça leur amène des blessures aussi. Donc l'inverse, c'est pas nécessairement mieux. Comme coureur, on veut garder une certaine rigidité, un certain tonus musculaire, parce que quand tu cours, tu as besoin de ce tonus-là. Fait que si tu t'en vas dans le trop souple, ça marchera pas non plus. Fait qu'il faut que tu trouves le fine-tuning entre la force et l'équilibre. L'autre raison, ben ça, c'est la raison qu'on entend tout le temps, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Donc, ce que j'ai développé, c'est fais 5 à 10 minutes de yoga par jour, éloigne le physio pour toujours. C'est comme une petite blague. Puis les physios, ils me font tout le temps un clin d'œil quand je dis ça. Mais si t'as pas 5 à 10 minutes dans ta journée, revois ton agenda. Il y a quelque chose qui marche pas. C'est toujours aussi l'importance qu'on y accorde, je pense. Quand on dit qu'on n'a pas le temps, c'est toujours ça. C'est une excuse facile. Je pense que c'est l'excuse à tout, de pas courir, en tout cas pour tout, pour ne pas rien faire, là, grosso modo. Quand on veut pas, on dit on n'a pas le temps pour ça. Oui, c'est ça. Donc, j'ai pas le temps. C'est un petit peu trop facile. Il y a aussi, je vais m'endormir. Beaucoup de gens, le yoga, il y en a comme 50 sortes. Là. Donc, ça se peut que il y a un type de yoga qui est pas pour toi. Puis il y a certains types de yoga qui sont très, très relax, que les gens se couchent puis ils font juste des respirations pendant 1 heure. Donc, c'est ça l'idée que tu te fais du yoga, ça va mal. Parce qu'il y a vraiment tous les niveaux. Là. Tu peux avoir du hot power yoga avec des sangles au mur, niveau 2, dans une salle chaude, là, tu sais. OK. Puis tu as du yoga nidra où tu es couché pendant 1 heure. Donc là, entre les deux, là. Puis c'est quoi une salle chaude? En fait, il y a une nouvelle mode, c'est de faire du yoga chaud. T'as déjà entendu ça? Non, j'ai jamais entendu ça. C'est pour ça que je te pose la question. OK. Le yoga chaud, c'est de faire du yoga. Ouais, c'est surtout quelques courants de yoga qui ont propulsé ça, là, comme le yoga Bikram. De faire du yoga dans des salles extrêmement chaudes, là, 37 degrés et plus, qui mettent vraiment du chauffage, là, puis que tu fais du yoga pour suer, puis
normalement pour éliminer des toxines. Là, les gens ne me voient pas, mais je mets des guillemets parce que la scientifique en moi sait très bien que la sueur n'élimine pas les toxines. Donc, ça, moi, je recommande moins pour les coureurs parce que le yoga chaud amène le corps à faire des trucs qui, normalement, tu n'aurais pas été capable de faire. OK. La souplesse, tu sais, après un entraînement intense, ton corps est capable d'avoir une souplesse que, tu sais, normalement, tu n'aurais pas. Puis la même chose dans une salle chaude. Puis là, je donne toujours l'exemple, un coureur qui fait des longues distances l'été par temps chaud, et déjà, tu sais, il y a une réhydratation à revoir. Mais là, si en plus, il va faire du yoga chaud puis qu'il sue sa vie, puis moi, je vois pas vraiment comment ça peut l'aider. Mais pour certaines personnes, tu sais, je mets un bémol parce que pour certaines personnes, ils adorent faire du yoga chaud, etc. Mais c'est une question de préférence plus que de oui, c'est ça. Oui. Puis finalement, souvent, les gens ils font pas de yoga parce qu'ils disent « Moi, je suis pas bon ou je suis pas bonne. » Hey, je ramène toujours les gens à « Oui, mais tu sais, quand tu as commencé à courir, t'étais-tu bon ou bonne? Ben, tu sais, t'apprends à courir, puis ta foulée, elle s'améliore. À chaque année, tu te dis, hey, il me semble que je suis plus efficace, je suis meilleure en côte. Tu sais, t'apprends des nouvelles techniques, des nouveaux trucs. Tu commences à courir en santé. Tu sais, il y a un travail à faire. Donc là, c'est la même chose en yoga. Il faut pas que tu arrives en yoga en disant, ah ouais, moi, je suis un super sportif. Fait que moi, je vais aller faire un yoga niveau 2 avec du monde qui font ça depuis des années, puis je vais être capable de les suivre. Tu sais. Tu disais tantôt, si tu connais pas le langage, si tu n'as jamais vu ça, si tu n'en as jamais fait, tu vas tout le temps avoir un décalage puis tu vas te sentir comme un chien dans un jeu de quilles. C'est ça. Puis comme l'expression se veut, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, c'est un peu nono de dire qu'on n'est pas bon de pas commencer. J'ai lu un livre justement qui s'appelle The Power of Thinking Big, puis qui dit quand t'aimes pas quelque chose, dig deeper. Comme essaye-les plus. C'est comme creuse plus creux. Fait que je trouve ça toujours intéressant. Fait que quand il y a quelque chose qui te parle pas, essaye-le. Bref, fait que ça rentre là-dedans. Fait que si tu penses que t'es pas bon puis que t'aimes pas ça, essaye-le. Puis essaye-le plus. Puis ça se peut que t'aimes vraiment pas ça, mais peut-être tu vas découvrir une certaine affinité avec ça ou tu vas découvrir que t'aimes ça finalement. Peu importe. Oui, vraiment. Puis des fois, les gens sont surpris, tu sais, de venir essayer le yoga. Moi, c'est sûr que mes salles, ils sont conviviales. Tu sais, ce soir, je commence ma session ici à Québec. Tu sais, les gens, ils se connaissent maintenant, c'est comme rendu une fraternité, là. Les gens, c'est comme, hey, t'es allé faire telle course, hey, raconte-moi ça. Les gens, fait que mes classes, ils sont un peu à l'image de ce que je fais, de ce que je suis. Et c'est pour ça que souvent que les gens, je dis tout le temps, donne une deuxième chance au yoga, même si tu as essayé une fois dans une place X avec un prof Y, ben, tu peux aller essayer une autre place A avec un prof B, puis là, tu vas faire, ah, OK, ça me ressemble plus. C'est comme un coach, tu sais. Moi, j'en ai eu plusieurs coachs, puis des fois, ça fit, des fois, ça fit pas. Moi, c'est la même chose en yoga. Moi, des fois, il y a des places que je vais pas parce que hey, la voix du prof, elle m'énerve, là. Puis je suis comme, comment tu veux que je relaxe? Sa voix, elle m'énerve, tu sais. Ça marche pas, là. Puis ça prend un cultural fit. Faut avoir une certaine affinité avec son coach ou le cours en tant que tel, l'endroit et tout. Oui, c'est ça. Puis il faut que la personne qui te donne le cours, elle soit consciente de ce que tu fais, de tes limites. Tu sais, comme je te disais, si tu vas faire un demi-marathon le dimanche, puis tu vas faire du yoga le lundi, mais que la prof, elle le sait pas, puis qu'elle te fait faire des trucs c'est impossible, mais tu n'auras aucun plaisir. Là. C'est clair. J'ai vécu ça avec des entraîneurs qui prennent pas en compte absolument rien de où ce que t'es, où ce que tu vas. Ils te disent fais ça, puis tu n'arraches, fait que t'as aucun plaisir. Mais je pense que dans tout, là, les coachs, on devrait toujours essayer d'avoir un cultural fit. Puis ce que j'aime de toi, c'est que t'es pas intimidante. Fait que je veux pas t'être comme, je dis ça du côté positif, tu sais, mais c'est sûr, si mettons, je vois un espèce de gars musclé californien qui est de 20 ans qui se plie en deux, j'aurais peur d'aller à son cours, tu sais, j'aurais peur de me sentir jugé ou de pas être à hauteur. Fait que ce que j'aime, c'est que, tu sais, vraiment, j'aurais pas peur d'être dans la région de Québec, j'aurais pas peur de joindre ton cours parce que tu incarnes pas cette personne-là, tu sais, tu incarnes la personne qui le fait puis qui va être capable de me montrer à le faire, grosso modo. Oui, puis souvent, je suis très inclusive. Les gens, ils ont peur des fois, mais
mes cours, j'ai toujours des gens qui viennent essayer à côté de la personne qui vient faire mes cours depuis 3 ans. Puis c'est juste que je donne des alternatives, tu sais. Bon, pour ceux qui connaissent, ben faites tel truc, mais toi, c'est ton premier cours, tu sais, respecte puis fais-le autrement. Donc, il faut vraiment aussi être à l'écoute comme enseignant de qui est-ce qui est dans ma classe. Puis souvent, je mets un ratio, là, tu sais, je dépasse jamais 15-20 personnes. Tu sais, c'est à la mode aussi, là, le yoga est à la mode, mais on le sait, là. Fait que maintenant, tu as des gros studios qui remplissent des salles, il y a 50 personnes, tout est dans le fond. Écoute, tu as un problème de bandelette, le prof en avant, il ne pourra pas s'en occuper, là. C'est pas qu'il s'en fout, c'est juste qu'il y a 50 faces en avant de lui. C'est ça, il peut pas donner son attention. Si le cours est 1 heure, s'il donne 1 minute à tout le monde, le cours est fini. Ben, puis je te donne un exemple. Hier, j'allais donner un 20 minutes d'essai à un club de course ici de la région de Québec, juste pour leur montrer qu'est-ce que je faisais et tout ça. Puis quand je suis arrivée, il y a un monsieur qui courait pas, puis il me dit ben j'ai un problème, mon tendon d'Achille me fait vraiment mal parce que j'ai fait tel entraînement en côte, puis depuis ce temps-là, j'ai un problème. Ben après ça, même si c'était une démonstration de 15-20 minutes, ben, je lui disais hey, mon petit monsieur, je me souvenais pas de son nom, ben fais pas ça parce que c'est pas bon pour toi, tu sais. C'est ça. Tu avais été assez à l'écoute pour savoir que s'il faisait ça, il allait se blesser davantage. Puis ben, c'est ça. Puis le yoga, c'est pas la réponse à tout, là. Non, ça, je suis content de te l'entendre dire. C'est pas la réponse à tout, là. C'est pas, hey, moi, j'ai mal partout, je vais aller faire du yoga, ça va tout me guérir. Non, attends, là. Fait que moi, je suis un coureur, tu m'as convaincu qu'il y a des avantages pour moi. C'est quoi la première étape ou les premières étapes que je dois faire pour commencer à pratiquer le yoga? Ben, il y a quelques étapes. Tu sais, souvent, les gens, ils font « Ah, moi, je fais 3-4 exercices de stretching là, depuis 10 ans. » Là. Ils ont les mêmes exercices. Puis, je connais ces exercices-là. Là, tu les regardes faire, tu te dis « Mais ça, c'est des mouvements de yoga. » Parce que la science du stretching, entre guillemets, elle n'existe pas. Il y a un livre qui répertorie les 2100 postures de yoga. Ben, je peux te gager que tous les exercices de stretching que tu connais, ils vont être là-dedans. Avec toutes les déclinaisons faisables et infaisables. Alors, les gens, souvent, je leur dis, soyez vraiment attentifs à vos besoins. Puis dans mes capsules YouTube, j'ai des capsules, tu en as visionné une, entre autres. Ben, commencez par quelques minutes. Puis moi, c'est vraiment mon point. Avant d'aller faire des cours d'1 heure et quart, 1 heure et demie, commence par faire quelques mouvements puis le sentir. Tu sais, qu'est-ce que j'aurais de besoin? Et je pense que oui, j'aimerais ça faire du yoga, mais à quel niveau? Tu sais, est-ce que j'ai vraiment une capacité d'aller me relaxer, là, tu sais, d'aller faire du yin yoga? Ça, c'est vraiment un yoga parce que tu fais des pauses juste au sol, puis il faut vraiment que tu te détendes. Mais si toi, tu es bien actif, ben, t'es peut-être mieux d'aller faire un yoga qui est un petit peu plus actif pour te mettre dedans. Faire quelques mouvements, donc, que tu connais. Tu peux aller visionner des petites capsules. Puis moi, le livre que j'ai écrit, je l'ai vraiment fait pour le yoga moron, le yoga pour les nuls. C'est que tu regardes le livre, puis tu appliques des trucs dans ta vie quotidienne. Puis je pense que c'est la meilleure façon parce que souvent, s'inscrire à 10 cours d'1 heure, si tu n'as jamais fait, ben, tu vas peut-être avoir un frein. Tu ne seras pas certain si tu embarques dans le bon truc. Fait qu'aller faire des cours d'essai, aller tester. Tu sais, entre autres, cet été, beaucoup offraient des petits cours dehors dans des parcs. Moi aussi, c'est ça que j'ai fait. Fait qu'il faut vraiment comme y aller tranquillement. Là. C'est pas de commencer à dire hey, « moi, je vais faire 5 cours par semaine, puis je vais me booker un agenda. » là. Fait qu'on fait des pas de bébé. On peut commencer par regarder ta chaîne YouTube et celle des autres aussi, évidemment. Oui, il y en a plein. Quelques mouvements, c'est ça. Mais la tienne est bien faite. Et j'ai écouté les 3 capsules, mais j'ai juste appliqué une capsule, en fait. Celle la petite vite du matin actif. Oui, mais celle-là est vraiment tirée de mon livre. Puis, tu sais, tout ça est découlé du fait que je me suis rendu compte que si je disais aux gens, faites 5 minutes de yoga par jour, ça devenait quelque chose qui, dans leur tête, sonnait accessible. Tu sais, partir de chez toi, aller faire un cours d'1 heure, revenir, si tu as des enfants, une gestion, un travail. Bon. Des fois, l'horaire ne fit pas. Tu disais, hey, j'aimerais ça aller à telle place. Et sais-tu quoi, ça ne fit pas dans mon agenda. Ben,
faire quelques minutes par jour, c'est accessible. Puis c'est comme ça que j'ai développé des formations, puis je t'en reparlerai, entre autres, pour ton défi. Fait que, tu sais, mes nouvelles formations, c'est chaque semaine, je te mets une vidéo avec 5 minutes de yoga, puis tu les fais chez vous. Fait que ça, là, si tu n'as pas le moyen de faire ça, encore là, revois ton agenda, sinon tu vas faire un burn-out. C'est ça, là, tu viens de contrer ton objection de j'ai pas le temps et je suis débutant, donc... Oui, c'est ça. Puis, tu sais, fais 5 minutes de Facebook de moins par jour, puis fais un peu de yoga. Ouais. Non, je suis bien d'accord. Puis je pense qu'on devrait, toutes les habitudes qu'on veut prendre, on devrait les faire comme ça. Juste prendre un petit peu de temps tous les jours, puis faire des pas de bébé ou juste comme se donner l'objectif, justement, au lieu de prendre un cours de 10 heures, comme tu dis, de juste faire l'objectif de faire 5 minutes, mettons, comme 4 fois semaine, mais le tenir, tu sais, pendant 6-8 semaines. Fait que déjà là, on va être content. Oui, juste d'avoir fait ça. On va avoir fait un gain, tu sais, on va avoir une petite victoire. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, vu que les gens qui t'écoutent, c'est des coureurs, moi, j'ai montré à des centaines de personnes à courir. C'était mon dada, là. Tu sais, prendre quelqu'un qui a jamais couru, puis lui montrer à courir, tu sais, c'est vraiment ce que j'aime faire. Sauf que, ultimement, quand tu as commencé à courir, moi, souvent, j'utilisais des programmes où on faisait 3-4 fois 1 minute course, 1 minute marche. Puis on progressait comme ça, puis ça prenait 8 semaines avant de courir un premier 5 km, puis même pas en continu. Fait que là, tu sais, quand tu commences, t'es même pas sûr, tu te dis, hey, je vais aller courir 3 minutes. Ben oui. Fait que pourquoi ça serait pas la même chose avec du yoga ou peu importe, tu sais, c'est ça, c'est de changer des habitudes, mais c'est de l'inscrire dans des habitudes de vie, puis de faire un X dans son agenda, puis il n'y a pas de meilleur moment. Tu sais, ça peut être pour certains le matin, pour certains, c'est tout de suite après la course, pour d'autres, ça va être le soir. Trouve un moment, puis, tu sais, garde la motivation. Oui, c'est ça. Fais-le, puis c'est ça. À force d'en faire, de toute façon, la motivation, ou pas la motivation, mais l'envie d'en faire plus va venir probablement. Ah, mais l'effet, moi, j'ai testé avec des gens un moment donné, j'avais fait un groupe il y a plusieurs années, je leur ai dit, OK, là, je vous fournis, là, tu sais, vous faites 5 minutes, juste avant de faire mon livre, vous faites 5 minutes pendant 2 semaines, puis après ça, vous me donnez vos témoignages, puis écoute, ça a été hallucinant. Puis quelque chose de plus rapproché, une des formations en ligne que je viens de terminer cette semaine, un homme d'une 50aine d'années qui court depuis très longtemps, il a fait ma formation, puis il dit, moi, ça a été révélateur, Mireille, grâce à ta petite formation, j'ai pu faire du yoga tous les jours au cours des marathons. Puis il dit, ça a complètement changé, tu sais, mon été, là. Tu sais, maintenant, c'est pour ça, tu sais, j'ai l'air comme la vendeuse, entre guillemets, mais c'est parce que je le sais que ça marche, puis je le sais que ça a un impact super positif. Ben, je te vois pas comme une vendeuse. Je pense que tu crois sincèrement au fond de toi que ça aide les autres, donc tu le fais pour la bonne raison. Je pense pas que tu es là pour vendre le yoga nécessairement. Je pense que ça t'a aidé, puis tu veux juste simplement aider les autres à le faire. C'est comme ça que je te perçois, en tout cas. Ah, ben super, merci. Parce que souvent, tu sais, je veux pas rentrer de force les gens dans le yoga. Puis il y a certaines personnes qui me connaissent depuis longtemps. Ils font, ah, tu sais, ça n'a jamais donné à la TECO, mais c'est correct. T'sais, peut-être que tu n'auras jamais l'appel ou peu importe. Mais, tu sais, si un jour tu dis, hey, je pense que j'aimerais ça commencer, ben, gars, viens me voir, puis là, je vais t'aider. Ouais, c'est ça, exactement. Quand tu te répètes, tu viendras me voir. Oui, c'est ça. Tu peux pas vouloir pour tout le monde. Non, on peut pas y forcer non plus. Fait qu'on va partir. Je voulais parler de ton livre, de tes formations en ligne et de tes webinaires aussi. Fait que c'est un petit peu un petit segue vers cette section-là. Fait que je veux te présenter. On a parlé de ton livre. J'aurais peut-être dû présenter un petit peu d'avance. Tu es l'auteur du livre Yoga pour sportifs. J'aimerais que tu me fasses un petit résumé de ton livre. Qu'est-ce que c'est pour nos auditeurs? Écoute, mon livre est parti d'une idée d'être auteur un jour d'un livre. Je pensais pas que ce serait un livre sur le yoga. Et en parlant avec Jean-Yves Cloutier, qui est connu dans le domaine de la course, qui vient de Montréal, que tu connais peut-être. Oui, on a tout entendu parler de lui. Oui, c'est ça. Jean-Yves, c'est drôle parce qu'à un certain moment, je l'ai rencontré tout à fait par hasard dans un salon où je donnais une conférence, puis lui aussi. Puis je dis, j'admire ça, vous avez plusieurs livres. Je dis, moi aussi, un jour, j'aimerais ça, écrire un livre. Puis là, il dit, mais pourquoi tu le fais pas? Puis là, ça a été comme, hein? Mon Dieu, OK.
tu sais, la révélation, là, Ouais, qui vient tout bonnement d'un commentaire. c'est vrai. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est ça. Moi, je pensais qu'il fallait que j'attende d'avoir 60 ans, puis que je suis bien vieille. Puis là, finalement, hey, j'ai dit, ben oui, t'as bien raison. Puis il m'a aidé dans le processus parce que, bon, maintenant, il est rendu à 4 livres. Fait que quand même, c'est une expertise intéressante que j'ai eue de travailler avec lui. Puis j'ai présenté mon dossier à plusieurs maisons d'édition. Et ça a été un long processus. En tout cas, moi, j'aime ça quand les choses se font vite puis que ça marche. Là, ça a été bien long. Tu sais, il faut que tu envoies des documents puis que tu attendes. Puis, tu sais, j'étais en train de finir mon livre, il y en a qui me répondaient. J'étais comme aïe aïe. Fait que le moment que j'ai eu l'idée puis que j'ai eu le contrat, tu sais, il s'est passé 8 mois quand même. Et j'avais commencé déjà à écrire le livre, donc j'ai travaillé avec Édito qui est Gallimard là, en France. Puis ce qu'on a fait, c'est vraiment un livre, un guide pratique. Tu sais, moi, je l'ai fait, là, le format, tout est pensé, tu sais, le format, l'épaisseur. Je voulais vraiment que les gens ils laissent pas leur livre dans le fond du garde-robe. Tu sais, on en a plein de livres de référence. Des fois, ils ont 400 pages, ils sont grands de même. Tu sais, moi, je voulais qu'il soit... tu peux le mettre dans ton sac de sport. Tu l'amènes à ton marathon de Paris parce que tu fais un trip. Tu sais, je voulais que les gens l'utilisent. Puis finalement, de ce que je vois, ça fonctionne. C'était le monde m'envoyait le photo de... J'ai emmené ton livre en camping. Puis j'ai les vraiment pages sont trippé. plastifiées aussi, hein? Fait que... Oui, mais c'est ça, le format est pensé. Bon, quand tu casses un petit peu, tu regardes laisser les pages ouvertes pour voir les séquences. Puis, je l'ai vraiment, c'est un crescendo. Tu sais, au début, là, je contrecarre tous les contre-arguments. Après ça, je t'explique vraiment pourquoi tu devrais en faire. Et après, j'explique avec des photos comment tu peux modifier, quelles postures sont les mieux. Puis là, on s'entend que c'est un choix éditorial. Ça, c'est quand même long, mais tu sais, je t'ai dit tantôt, il y a 2000 postures de yoga. Fait qu'imagine quand tu t'es assis et tu dis, hey, je fais un livre sur le yoga. C'est tout un choix. Fait que, tu sais, je me suis assis avec des amis physio, une amie triathlète qui est prof de yoga, blablabla. Je me suis assis avec plein de monde, dire, OK, qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens ils vont en faire? Puis surtout, qu'ils se blesseront pas à la maison. Donc, des mouvements qui sont sécuritaires, mais qui sont positifs puis qui vont être probants là, pour les coureurs et les sportifs. Fait que c'est un long travail. Puis à la fin, j'ai plus que 4 heures à la fin de séquence. La petite vite, comme tu dis, là, j'ai une séquence, c'est les petites vites du matin, du midi, du soir. J'ai des séquences souplesse, des séquences force, abdos, force. Je me suis amusée, tu sais, à amener un projet fini, là, que les gens ils prennent le livre puis ils sont capables d'en faire à la maison. OK. Puis, côté personnel, l'écriture du livre, ça a-tu été quelque chose de difficile? Parce que j'imagine que tu travaillais déjà. Est-ce que tu as commencé comme du yoga, tu suggères au monde 5 minutes par jour d'écriture? Ou le côté de travail de faire ça, à quoi ça ressemblait? Ben, en fait, quand j'ai commencé avec l'idée à Jean-Yves, j'ai monté un synopsis. Ça, c'est quand même long. Il faut que tu fasses un plan, puis que tu prouves que tu vas être capable de faire le livre, puis que tu écrives, en tout cas, un plan de départ, si on veut. Puis après ça, dans l'été, j'avais commencé à mettre sur papier pendant les vacances ou dans des journées, là, je travaillais dehors. Moi, je travaille dehors. Je suis une fille de dehors. Fait que j'emmenais mon laptop, je travaillais, j'écrivais. Okay. Puis, quand j'ai reçu finalement le contrat, je tombais en épuisement. Ça faisait beaucoup d'années que je tirais un petit peu trop de jus. Fait que c'est drôle parce que des mauvais côtés de la vie en amènent des bons. Fait que ça m'a obligée à comme faire une pause sur plein de projets professionnels, puis les cours que je donnais, etc. Puis je me suis retrouvée à la maison, puis j'ai fait « Ah, ben tiens, je vais écrire mon livre. » J'avais un délai en plus, il fallait que je finisse le livre. On était en janvier, il fallait que je finisse le livre pour le 1er mai. Fait que j'ai écrit mon livre au rythme que j'étais capable. Vu que j'étais en épuisement, j'avais beaucoup de fatigue, tout ça. Fait que quand j'avais besoin, j'allais me coucher. Mais je te dirais que le gros croche, là, ça a été mars-avril, où là, tout s'est précipité parce que à un moment donné, tu finis par trouver l'angle. Fait que tu finis par revoir toute ton écriture. Puis ça a l'air simple, là, mais bon, c'est 50 000 mots que je me suis fait relire par une étudiante en français, puis par
certains thérapeutes. Puis là, j'ai fait des entrevues avec des gens comme Florent Bouguin ou un physiothérapeute spécialisé pour coureurs. Fait que, il y avait un travail aussi comme presque journalistique que j'ai vraiment trippé à faire. J'avais l'impression de refaire un mémoire de maîtrise, entre guillemets. Puis, il y a aussi la séance photo, puis de choisir les mannequins. Fait qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Tu sais, un livre, ça a été plus qu'1 an de travail. Puis, c'est vraiment un beau trip, là. Mais il faut vraiment que tu y crois puis que tu sois motivé parce que tu comptes pas tes heures. C'est ce que j'entends de tous ceux qui écrivent des livres. C'est ce qu'ils disent. Là, que c'est... Même, t'as-tu eu un moment où t'as dit dans quoi je me suis embarqué? Non, pas pantoute. J'étais tellement contente de mettre sur papier tout ce que je connais puis tout ce que je sais pour répondre aux interrogations des gens. À un moment donné, là, j'avais l'impression que la tête allait m'exploser. T'accumules plein de choses. Fait qu'en les écrivant, ça m'a vraiment allégé vraiment la tête. Ça a vraiment été super trippant. J'ai adoré faire le processus. Puis, faut tout le temps que tu te remettes en question, la page couverture. Après, juste chaque mot est pensé, chaque mot est... le produit fini, je suis vraiment fière parce que ça n'a pas été fait sur un coin de table. J'ai pas fait ça pendant quelques semaines. J'ai écrit un livre. Là. Ouais, c'est pas juste un brouillon où j'ai écrit un livre pour l'écrire. Je l'ai commandé, j'ai commencé. Je suis pas un lecteur, je suis un gars qui aime pas beaucoup lire, donc j'ai commencé à le lire et ça se lit très bien. Fait que même la mise en page et tout là, c'est facile à lire. J'ai lu le préface, j'ai lu les objections. Fait que j'ai pas juste comme feuilleté, j'ai vraiment lu. Puis je trouve que c'est bien, tout est concis dans un bloc. C'est pas, il y a pas trop d'étirements ou de termes qu'on comprend pas. Fait que pour la partie que j'ai lue, là, je trouve que c'est bien résumé. Comme on dit, je t'écris cette longue lettre parce que j'ai pas le temps de la faire plus courte, mais je pense que ça a vraiment pris le temps de raccourcir, de synthétiser, qu'on va dire, synthétiser tout ça pour que ça soit de l'information pertinente et agréable à lire. Oui, bien souvent, c'est arrivé il y a quelques semaines, il y a une fille qui naît Masso, qui était dans un événement, qui a acheté mon livre, puis elle attendait ces super cyclistes là, qui étaient en course, puis ils mouillaient cette journée-là, puis elle dit, à la fin de la journée, elle dit, je l'ai lu au complet. Elle dit, Mireille, j'ai lu ton livre d'un couvert à l'autre, elle dit, j'étais plus capable d'arrêter. Fait que je suis super contente parce que quand tu écris un livre, c'est ça que tu veux, c'est que les gens aient un plaisir à lire, puis pas « Ah, mon Dieu, je suis juste rendu à telle page. » Ouais, ça devient un fardeau à lire. Ouais, c'est ça. Puis même moi, je suis rendue critique là-dessus. Maintenant, quand je commence, je lis beaucoup. Fait que quand je commence un livre, puis je décroche ou que je vois pas ce qui s'en va, mais maintenant, avant ça, je le lisais quand même. Maintenant, je l'envoie premier. Parfait. Fait qu'on passe au prochain. On passe au prochain. Fait que comme on a dit plus tôt, tu es de la région de Québec. Si on résume, ta mission, c'est d'aider le plus de sportifs possible à s'adonner au yoga. Ceux qui veulent, tu n'es pas là pour leur vendre ou les forcer. Fait que pour réussir à faire ta mission, à propager ta mission et ta bonne nouvelle. Je vais l'appeler comme ça. Je sais que c'est rien de religieux, là. Fait que je suis pas dogmatique. Ceux qui écoutent ne pensaient pas que Mireille est dogmatique à propos du yoga. Non, pas vraiment. T'as eu la créativité de faire ton livre premièrement pour aider les gens, puis aussi, c'est là que je veux m'en venir, tes cours en ligne et des webinaires. Ce que j'aimerais que tu me parles, c'est comment ça se passe, surtout un webinaire en ligne de yoga, puis aussi comment ça se passe tes cours en ligne, à quoi qu'on peut s'attendre, qu'est-ce qu'on fait dans un cours en ligne de yoga. Livre, j'ai de plus en plus de gens qui... Il m'écrivait, disait, j'ai acheté ton livre, mais je reste au Mont-Tremblant. Là, je suis comme, ah ouais, c'est sûr que venir à Québec, c'est difficile pour faire un cours par semaine. Alors, ce que j'ai fait, j'ai comme pensé à ça. J'étais comme, bon, comment je peux faire en sorte? Parce que les gens, ils lisent le livre puis ils font, hein, tu sais, j'ai encore de la misère ou j'ai encore un décalage, je sais pas comment mettre ça en application. Donc, j'ai décidé d'utiliser une formule bien à moi, puis, tu sais, chacun sa formule. C'est que la formule que j'ai commencée en juin, c'est un groupe Facebook privé. Alors, ceux qui achètent la formation, je les entre dans le groupe Facebook privé. Puis c'est dans ce groupe-là que je fais des webinaires puis des capsules.
Alors, c'est simple. Je mets à l'horaire des conférences d'1 heure dans lesquelles je fais vraiment de la théorie. J'explique le pourquoi du comment, tu sais. Des choses bien simples, tu sais, comment tu vas inclure ton yoga dans ton entraînement, etc. Puis vu que c'est des petits groupes, les gens interagissent, puis ils font hey, tu sais, moi, je fais telle affaire ou moi, j'ai besoin de tel truc, comment je peux le faire? Donc, je réponds directement aux gens. Puis vu que ça a bien fonctionné en juin, mais j'en ai reparti un autre en juillet. Puis là, j'en repars un autre dans 2 semaines parce que je viens juste de terminer avec le premier groupe, puis tous les gens m'ont écrit des commentaires positifs, puis ils ont dit « Hey Mireille, ta formule est super trippante ». Fait qu'en plus des webinaires, ce que je fais dans le groupe, c'est je me filme, puis des fois, ça donne pas des images super. Tu sais, je suis pas Claudia Schiffer. Là. Des fois, je suis comme, mon Dieu, OK, ça m'avantage pas, mais bon. Tu sais, des fois, j'essaie de vraiment mettre la caméra pour que les gens voient bien, tu sais, les mouvements à faire. Et je leur propose ou eux me demandent des trucs. Donc, c'est des capsules de 5-10 minutes. Puis, dernièrement, il y a une fille, elle a levé la main, elle a dit « Mireille, cette semaine, peux-tu nous faire une capsule sur le dos? J'ai mal dans le dos. » Je suis comme « OK, super. » Fait que je vous fais une petite séquence d'eau. Tandis que des fois, c'est moi qui dis « Hey, vous savez quoi? On va faire une technique de respiration. Je vais vous guider là-dedans. » Donc, toujours dans un créneau, là, puis je m'assure toujours que mon time-lapse, là, c'est entre 5 et 10 minutes, parce que ça dépasse jamais ça. Faut pas que ça dépasse 10 minutes, c'est le threshold. Ouais, c'est ça. Est-ce que les gens ont accès à ces vidéos-là a posteriori? Est-ce qu'ils peuvent retourner les voir? Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai fait des groupes, c'est une dizaine de personnes. Puis les gens, après ça, ils font « Hey, tu sais, Mireille, elle nous avait fait faire une séquence, machin truc. » Je laisse le groupe, finalement, je laisse le groupe là, puis les gens... Tu sais, parce que si je leur coupe, tu sais, je trouverais ça plate. Là, je veux dire, ils ont payé pour ça, puis ultimement, l'objectif, c'est que les gens deviennent beaucoup plus autonomes aussi. T'sais, fait que ça leur donne des outils. Puis, ce qui est intéressant, c'est que les gens, il y a comme une interaction. Donc, les gens, entre eux, s'entraident en disant « Hey, vous savez quoi, gang, moi, j'ai tel truc. » Les gens ont un vécu qui se partage. Fait que ça aussi, c'est le fun. OK. Puis, est-ce que tu fais de la rétroaction live? Est-ce que tu regardes, est-ce que, mettons là, comme moi, une de mes craintes, c'est que je fasse mal le mouvement. Mettons, je m'inscris à tes cours, est-ce que tu peux regarder si mon chien tête en bas est correct? Peux-tu me dire, lève tes fesses un peu plus, colle tes jambes? Ou, Oui, ben en fait, dans le groupe, dans la formation, dans le groupe Facebook privé, souvent les gens, s'ils sont en direct, ils peuvent se filmer ou m'envoient la petite vidéo. Hey, tiens, j'ai essayé la petite séquence, puis vraiment, il y en a qui l'ont fait, là, ils se sont filmés, ils m'envoient la séquence en privé, puis je les corrige. Sinon, ben, là, je réponds encore là à ton questionnement avec ma première cohorte de gens de cours en ligne. OK. Fait que là, ben, nous, on se parle par Zoom. Oui. Fait que je vais utiliser Zoom et avoir un petit classroom. J'ai fait un test il y a quelques semaines, c'est vraiment trippant. Là. Fait que les gens, ils partent leur caméra. Là, je me suis rendu compte qu'il fallait que je m'assure qu'il n'y ait pas trop de bruit, eux, parce que là, j'entendais « Maman, j'ai faim », puis le chien qui jappe. Là. Fait qu'en tout cas. Mais un petit truc, quand t'es l'autre, tu peux fermer les micros à distance. Oui. Fait que tu peux fermer, tu fais un mute all, puis en tout cas, c'est sûr, c'est un peu de gestion, mais ils peuvent se démuter ou les aviser de fermer le micro. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que là, tu sais, les gens à la maison, des fois, ils disaient « Oh, il faut que j'avise ma famille et que je suis en cours. » Mais j'ai fait le test avec quelques personnes, puis il y avait entre autres mon frère qui n'a jamais fait de cours avec moi. Puis là, il fait son premier triathlon, c'est un coureur. Fait qu'il y a mon livre, mais moi, je ne l'ai jamais vu vraiment faire du yoga. Puis là, je me suis rendu compte que « Hey, non, fais pas ça de même, attends un peu. » Fait que là, j'étais capable de faire une rétroaction avec lui, avec la caméra. Ça, c'est dans ta formule cours en ligne. Oui, c'est ça. Fait que présentement, pour les gens qui sont de l'extérieur, c'est le cours en ligne commence le 17 septembre. Puis la formule formation avec les webinaires puis les capsules de 5 à 10 minutes commence le 23 septembre. OK. Intéressant. On est déjà rendu à ma question back in time. J'ai une belle DeLorean qui nous permet de voyager dans le passé. Fait que je veux savoir, on peut juste aller voir une personne, c'est toi. Fait que on va retourner dans le passé. À quel âge qu'on retourne te voir, puis qu'est-ce que tu donnes comme conseil à Mireille de cet âge-là? Ah, ben je pense que je retournerais à la Mireille qui avait 30 ans puis
qui savait pas trop ce que ça en allait parce que elle avait arrêté son travail, elle avait eu un enfant, puis elle était vraiment dans le brouillard, puis elle se demandait qu'est-ce qu'elle allait faire dans la vie. Je pense que je lui donnerais de conseils de vraiment suivre sa voie parce que maintenant, je comprends que c'était vraiment la chose à faire pour moi, de changer ma carrière, puis d'aider les gens. Puis le yoga pour sportif, je l'ai tatoué sur le cœur, là, puis je pense que les gens reconnaissent bien ma passion maintenant, puis ça vient de là, ça vient d'un moment où un moment donné, tu dis dans ta vie, c'est où je m'en vais. OK. Fait que suis tes passions ou suis tes missions, grosso modo. Oui, c'est ça. Suis ton instinct. Puis là, j'ai 43. Tu sais, avec l'âge aussi, on commence à plus savoir que notre instinct est... Tu sais, comme les petits bonhommes quand on était jeunes, là, c'était un pierre à feu. Tu sais, il y avait un petit bonhomme, un petit ange puis un petit diable. Fait qu'il faudrait peut-être être plus à l'écoute de nos petits anges puis nos petits diables. Oui, surtout notre cerveau limbique, on ne le sait pas, mais nos émotions nous en disent beaucoup. Parce on veut être rationnel, on veut prendre des bonnes décisions, mais c'est quoi une bonne décision? Fait que souvent, nos émotions nous guident mieux que notre côté rationnel de dire « Ah, ça c'est bon, ça c'est pas bon », de suivre son instinct, grosso modo. Oui, puis des fois, tu sais, moi, je suis une scientifique quand même, là, fait que des fois, l'esprit cartésien il est trop fort. Là. C'est ça. Fait que j'espère que je t'ai donné le goût de faire du yoga, Francis. Oui, veux-tu? Je sais que tu voulais me lancer un défi. On pourrait peut-être faire ça avant de passer à notre prochaine petite capsule. Oui, mais je te lance le défi de faire ma formation là, qui commence le 23 ou des cours. Mais je pense que toi, le 5-10 minutes, ça t'appelle de faire des courtes séquences, comme tu disais, vu que tu es débutant. Oui, ça m'appelle, puis c'est comme ça que j'essaie de tout intégrer dans ma vie. J'essaie de prendre une bonne habitude par mois, puis d'y aller avec des pas de bébé. Comme en juillet, j'ai commencé à faire du upper body strength, mais je fais 10 minutes après ma course, je fais 10 minutes. Tu sais, je me suis pas mis un objectif 1 heure, mais je le manque pas. Vu que c'est juste 10 minutes, je le manque pas. Si c'était 1 heure, 1 heure et demie, peut-être que j'irai demain. Fait que, bref, ça me parle beaucoup, cette formule-là, de faire un 5-10 minutes de façon régulière, d'essayer de plutôt développer l'habitude d'en faire tout le temps. Fait que j'accepte on se parlera de ça en privé, mais j'accepte ton défi, puis je pourrais, dans quelques épisodes, je pourrais faire un petit suivi en même temps d'intro, en outro, sur ce que ça me donne. Oui, c'est ça. Puis pour les gens qui nous écoutent, il reste encore 2 semaines, là, mais je vous offre un 10 $ de rabais, ceux qui voudraient s'inscrire à la formation avec un code promo qui s'appelle podcast. Podcast, yes sir. Mais devancer, c'est un peu plus loin, fait que tu vas pouvoir le plugger encore un peu plus loin. À la fin, je demande toujours qu'est-ce que si tu veux offrir quelque chose et tout. Fait qu'on dit tout de suite podcast, mais on va mettre les liens dans les show notes, puis tu vas avoir la chance de refaire ça. J'ai 4 petites questions, je les appelle les questions intervalles, que je pose à tout le monde dans le fond. Tu cours avec ou sans musique? Les deux. Je cours avec musique quand je manque de motivation, puis je cours sans musique quand je suis dans la nature. Surtout en trail, j'aime ça, être groundé. Cool. Un conseil de course que tu peux donner à tout le monde, quelque chose que tu as appris? Un conseil de course? Sois ton meilleur ami. Les gens sont tellement... exigeants envers eux-mêmes. La course, là, ça reste un plaisir, un sport qu'on fait pour le fun. Donc, il faut vraiment que ça reste dans le plaisir. Fait que si tu n'as plus de plaisir, revois, c'est quoi qui fonctionne pas? C'est-tu parce que tu as des blessures? C'est-tu parce que tu as un objectif qui t'appelle plus? En tout cas, revois ça puis retrouve ta motivation. Parce que si tu veux courir longtemps, là, si tu veux avoir une continuité, puis comme entraîneur, on le sait, il faut que tu fasses une activité qui t'amène du plaisir. OK. Fait que ça, ton propre ami. Un accessoire de course indispensable. Fait que si tu te ramasses sur une île déserte, c'est quoi que tu amènes avec toi pour courir? Une gourde d'eau. Parfait. T'es pas la première qui dit ça. Ouais, moi, c'est la première image qui m'est venue. Ça me prend une gourde d'eau. Parfait. Sinon, ça prend de l'eau qui n'est pas salée tout le tour, de l'eau douce tout le tour de l'île. Oui, c'est ça. Une ressource, livre, application, outil, autre que ton livre, évidemment, pour
Pour peu importe, en fait. Coureur ou vie ou peu importe. Là, une ressource que tu voudrais partager. Moi, je vais dire, entre autres, les livres de mon ami Jean-Yves Cloutier. C'est un qui me vient en tête vu qu'on en a parlé tantôt. Il y a 4 livres, puis il y a des programmes super intéressants qui respectent une belle progression. Puis en plus, son dernier livre, Marcher au bon rythme, il y a des chapitres sur le yoga pour marcheurs et c'est moi qui les ai lus. Bon, fait que c'est une très bonne ressource et en passant, je l'ai jamais lu parce que j'aime pas lire, mais je me suis souvent fait recommander son livre Courir au bon rythme. Oui, puis Jean-Yves, je lis sa tablette, je l'ai pas lu. Bref, je n'ai qu'entendu parler en bien, même d'entraîneurs, de tout le monde. Tout le monde parle en bien de ce livre-là. Donc, j'imagine que Marcher au bon rythme va dans la même philosophie. Oui, puis c'est parce que ça, bon, tu sais, oui, là, on s'adresse à des coureurs, mais bon, depuis plus qu'un an, j'ai de la difficulté à courir à cause des problèmes de vertige. Puis j'ai découvert la marche, mais des fois aussi, il faut accepter que des fois, c'est pas la course, mais c'est la marche. Oui, exactement. Ton prochain défi? Mon prochain défi, c'est de reprendre la course, peut-être pas à un niveau que j'ai déjà été, mais comme je viens de dire, j'ai été obligée d'arrêter de courir, puis c'est dur. Tu sais, tout le monde le vit là, quand il t'arrive quelque chose puis que tu peux plus courir, c'est le plus dur. Puis hier, mes thérapeutes m'ont permis de recourir des 5-10 secondes. C'est long, ça? Pour quelqu'un qui a déjà couru un marathon, ça fait plusieurs semaines que je me dis « Hey, faut que je cours 5-10 secondes ». Puis hier, je suis partie avec mes souliers, j'étais allée dans la forêt derrière, puis j'ai fait des 5 secondes, puis j'ai complètement capoté. J'étais comme « Hey, j'ai-tu hâte, tu sais? » Juste faire ça, là, ça m'a amené un super plaisir. Fait que le prochain défi, c'est de recommencer à courir plus que 5-10 secondes. Oui, ça va être de refaire un petit 5 km. Ben, je dis pas petit parce que justement, ça fait plusieurs mois que je cours pas, mais juste refaire un 5 km pour moi, ça sera un plaisir. Ça serait le fun. Mais on te le souhaite. Fait que, on t'envoie de l'énergie positive pour ça. Fait que là, c'est le temps. Tu peux, si les gens veulent en savoir plus sur toi, comment ils peuvent te rejoindre? Ah, ben écoute, je suis partout. Même, je comprends pas. À 43 ans, je m'en viens pas pire, ces réseaux sociaux. Je m'en viens quand même bonne. Fait que j'ai comme un site internet, mireillemancé.com, hein, facile à se rappeler. C'est quand même assez simple, mireillemancé.com, dans lequel j'explique qui je suis, qu'est-ce que je fais. Puis dans ma boutique, on peut acheter mes produits. C'est fait par un webmestre, là, fait que c'est sécurisé. Toutes mes courses ça jette en ligne. Puis ça, c'est super trippant. Ça m'enlève beaucoup de gestion. Avant ça, le monde m'appelait puis me donnait le numéro de carte de crédit. J'étais comme, hey, wow! Fait que j'ai simplifié ça. J'ai aussi mon livre, mais mon livre il est partout en librairie, hein, dans toutes les... Je dois être le diable. J'ai commandé sur Amazon. Après, je me suis dit, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Je sais qu'il y a une controverse sur Amazon, mais c'est le fun parce que je l'ai reçu le lendemain. Non, moi, pourvu, je vends des livres. Puis écoute, juste une petite primeur, là, j'étais à quelques centaines de livres d'être best-seller. OK. Fait qu'on donne un push là-dessus. On ajoute tous les livres à Mireille. Ben oui, là, je suis comme hier, en parlant avec mon éditeur, j'ai dit « Hey, wow, tu sais, un livre de yoga sportif qui est presque best-seller. » En tout cas, moi, je suis vraiment contente. Fait que je remercie vraiment tout le monde de m'avoir aidé. Puis, ils peuvent me retrouver sur Facebook, Mireille Mancé professionnelle. J'ai aussi un Instagram, yoga sportif Mireille Mancé. J'ai un YouTube, yoga sportif Mireille Mancé. Fait qu'enfin, bref. Mais j'imagine qu'à partir de ton site, on peut communiquer avec toi sur toutes ces plateformes. Oui, c'est plus facile d'aller sur mon site. On va sur mireillemancé.com, puis après, on choisit la plateforme sur laquelle on veut rentrer en contact avec toi. Oui, c'est ça. Mon site est mis à jour. Et je donne, comme je disais, un 10 de rabais pour un achat avec le code promo podcast. Podcast. Ça, c'est sur tes formations, sur ta formation ou on a parlé de cours en ligne et de formation Oui, c'est ça, les deux. Soit la formation ou le cours en ligne. Avec le code promo podcast, on a un 10 de rabais. Oui, puis écoute, c'est super accessible. Mes cours... pour les gens, là, c'est 119 pour 2 mois de formation avec les webinaires puis tout ça. Là, puis que tu peux avoir les vidéos à vie après. Je pense que c'est raisonnable
comme prix. Oui, je pense que ça a bien de l'allure. C'est vraiment pas exorbitant. Puis comme je disais, souvent, les formations, je limite le nombre de personnes parce que les gens, même il y en a qui ont des produits, des besoins particuliers, puis ils m'écrivent en privé, puis ça me fait plaisir de leur répondre. Fait que c'est un service que j'offre là, très personnalisé. On va jeter un coup d'œil là-dessus. Y avait-tu d'autres choses pour terminer? Y a-tu d'autres choses que j'ai pas couvert que tu aurais aimé parler ou En fait, les gens, moi je suis à Québec comme tu as dit tantôt, mais moi j'aime ça aller à la rencontre des gens, donc je me déplace aussi en province et je donne des conférences et des formations. Alors vous avez un club de course, vous êtes en entreprise, puis vous dites, hey, pour ma gang du défi des entreprises, on pourrait faire un atelier de yoga ou une conférence avec Mireille. Eh bien, je fais ça aussi, Francis. OK. C'est vrai, tu es auteur et conférencière. Entraîneur, auteur et conférencière. Je donne des conférences depuis très, très longtemps, puis je vais être en conférence à Montréal en février 2020 à une grosse expo de yoga. Et je vais donner une formation au Congrès des éducateurs physiques du Québec en novembre. Donc, je suis un petit peu partout aussi, ça c'est à Sherbrooke. Je me déplace quand même assez facilement. Je suis chanceuse parce qu'à Québec, on est comme, moi je viens du Bas-Saint-Laurent, fait que je vais donner des cours, des formations au Bas-Saint-Laurent ou je monte à Montréal pour des congrès, des ateliers. Donc, comme cette année, j'étais au Salon de la course à pied comme conférencière. Souvent, les gens ils peuvent me retrouver assez facilement un peu partout. Puis, je pense que c'est ça aussi. Oui, il y a des formations en ligne parce que je peux pas... j'ai 2 enfants, il faut que je vive à Québec. Mais ce que j'aime, c'est aussi aller rencontrer les gens sur le terrain. C'est comme j'ai l'air d'une politicienne, un peu. C'est à cause de la campagne électorale. Mais je veux dire, j'aime ça aller rencontrer les gens avec le soulier de course puis vraiment comme m'impliquer avec eux. Oui, connecter de façon positive avec eux. Oui, c'est ça. Puis les motiver à bouger encore longtemps dans le plaisir et sans douleur. Sur ce, je te remercie pour ton temps, Mireille. C'est vraiment apprécié. Je te souhaite de courir ton prochain 5 km dans le plaisir et sans douleur sous peu. Oui, oui. Puis aussi d'avoir ton best-seller. J'espère que les ventes vont se rendre au best-seller, qu'on voit ça coup de cœur chez Archambault et tout. Oui, j'aimerais ça. Puis de toute façon, on approche de Noël, fait que j'ai bon espoir. Là. Un 29 $ bien investi, là, un prix super raisonnable, puis ça jette super bien comme cadeau. En plus, on peut donner ça à n'importe quel ami sportif. Oui, c'est ça. Merci Mireille. Passe une belle journée. Merci Francis. À la prochaine. Dans le but de garder les épisodes du podcast Coureur.io le plus intemporel possible, j'évite de mettre des dates, des prix ou des événements sporadiques qui auraient pu se passer durant la semaine. À ce compte, nous avons une page Facebook sur laquelle vous pouvez nous suivre et avoir de l'information supplémentaire. Je vous invite à nous joindre au facebook.com/coureur.io. Merci encore une fois, Mireille, pour cette entrevue, pour ton temps. Ça a été une super générosité. J'ai eu la chance de parler avec Mireille un petit peu après aussi. C'est vraiment intéressant. Bref, je suis vendu à commencer le yoga. J'ai mon défi. Des fois, on se dit qu'est-ce que j'ai fait là, mais je vais ajuster mon horaire pour être certain de pouvoir commencer ça. D'ailleurs, ça faisait vraiment longtemps que je m'intéressais au yoga et que je n'ai pas pris les actions pour le faire. Donc, c'est un bon timing, on va dire ça comme ça. Fait que si je résume en bref ce que nous a dit Mireille, les 4 mots-clés qu'elle utilise pour les bienfaits du yoga, c'est force, équilibre, souplesse et récupération, auquel elle ajoute préparation mentale. Si vous voulez communiquer avec Mireille, en connaître plus sur elle, sur ses cours, sur son livre, son site mireillemancé.com, toute l'information se trouve là. Sur ce, je vous souhaite une bonne course.